relocalisation pour faire sortir la valeur ajoutée de ces exportations. En plus de ça, c'est lié aux fluctuations très incertaines du marché mondial. Donc c'est des recettes qui sont vraiment fluctuables. Et donc, cette dépendance, même après ce qu'on appelle l'indépendance politique, ce modèle d'économie exportatrice des matières premières est resté le même, avec de nouveaux mécanismes d'hégémonie depuis les années 60, liés principalement à la dette et aussi à l'échange inégal. Ces pays, dès qu'ils sont sortis de leur colonialisme, ils ont affaibli leur économie, donc ils ont eu recours aux dettes et ce modèle d'exportation aussi crée les conditions d'un échange inégal. Et par la suite, dans la fin des années 70 et le début des années 80, sont venues les recettes néolibérales, les recettes libérales des institutions financières internationales, etc., qui n'ont pas permis le développement d'un secteur d'investissement privé, comme a été le cas par exemple aux pays qui ont démarré avec le même niveau de développement tel que le Chili, la Malaisie, la Turquie ou l'Inde. Donc ça restait. Donc il y a des spécificités aussi qui ont empêché ces pays d'atteindre le même niveau des recettes libérales des pays qui ont appliqué aussi les recettes libérales. Donc là, on pourrait toucher à la spécificité des pouvoirs politiques qui règnent dans ces pays. C'est des États, c'est des régimes politiques, des États rentiers, c'est-à-dire que c'est des exportations des richesses premières avec un système de castes militaro-sécuritaires très fermés et des bourgeoisies principalement dans leurs affaires aux sphères de l'État. Donc c'est le carré rouge des gens qui sont autour de l'État, qui font des affaires et qui en bénéficient. C'est aussi la spécificité des États patrimoniaux, c'est-à-dire des États où domine un clan, des réseaux familiaux, ils ont même des caractères mafieux avec des mécanismes très avancés de prédation. Et donc, les recettes néolibérales aussi ont favorisé ces mécanismes mafieux, ces mécanismes de prédation de ces familles régnantes avec des attributions népotistes de toutes sortes de licences et de monopoles et de privilèges liés à l'économie des pays. Et le capital étranger, justement, à travers ces institutions financières, vient lui aussi s'accrocher et s'intégrer à ce mécanisme de prédation pour lui aussi contribuer au pillage et dominer avec une partie de cette bourgeoisie liée à l'État pour dominer les secteurs d'affaires aujourd'hui dans une sorte d'impasse. Impasse parce qu'elle ne peut pas avancer dans le sens voulu par les institutions financières internationales qui lui réclament, et l'Union européenne aussi surtout, qui lui réclament plus de mesures libérales, plus de restructuration. Tout à l'heure, Omar a parlé de approfondi et élargi, etc. La Banque mondiale, bien sûr, pose des conditionnalités, etc. Mais le problème, c'est que politiquement, ils n'arrivent pas à suivre, à imposer ces réformes. Et malgré cela, la Banque mondiale, le FMI passe l'éponge et, comment dire, ils sont plus ou moins compréhensifs. Il y a eu un premier accord à l'FMI en avril 2014, et là actuellement ils ont signé le 15 avril 2016 un nouvel accord sur 4 ans, et donc ils sont plus ou moins, comment dire, malgré que les recommandations, les conditions ne sont pas appliquées, des fois pas appliquées du tout, et malgré cela, donc la Banque mondiale, etc., continue de fournir des prêts à la Tunisie.